Alors, toujours en train de chercher ta voie? Ma sœur a ricané devant ses amis au restaurant. Quelques instants plus tard, le serveur m'a tendu l'addition, déjà réglée. Elle a éclaté de rire jusqu'à ce qu'elle voie le nom sur la carte de société. C'était le mien. Son sourire s'est pétrifié sur son visage. Cette histoire, c'est l'histoire de ce sourire qui s'efface. C'est l'histoire de la vengeance la plus patiente, la plus silencieuse, celle qui ne se crie pas, mais qui se signe en bas d'un contrat. Avant de vous raconter comment nous en sommes arrivés là, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est une de mes choses préférées, de voir à quel point nous sommes connectés. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis chacun de vos commentaires. Maintenant, revenons quelques semaines avant ce déjeuner. Revenons à la source de tout, la table de Noël. Le trajet de mon appartement de la Croix-Rousse à la maison de mes parents dans le Beaujolais était une sorte de pèlerinage annuel dans mon propre passé. Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon me dépouillait un peu plus de la femme que j'étais devenue, pour me ramener à la jeune fille qu'il s'attendait encore à voir. Ma vieille Clio peinait dans les collines, son moteur tout sautant comme pour protester contre ce retour en arrière. Dehors, les vignes nues griffaient le ciel gris d'hiver. C'était beau, d'une beauté triste et familière. En arrivant dans l'allée, j'ai vu la BMW neuve de Manon, brillante et arrogante, garée juste devant l'entrée. Elle était déjà là. Le spectacle avait déjà commencé. J'ai poussé la porte et une vague de chaleur et d'odeur m'a enveloppé, le sapin, la dinde qui rôtissait, le feu de cheminée. Des odeurs de mon enfance. Mais l'accueil, lui, était glacial. Manon, ma sœur aînée, trônait au centre du salon, un verre de champagne à la main. Elle était le soleil autour duquel toute la famille tournait en orbite. Mon père, Jean-Pierre, l'écoutait, les yeux brillants d'admiration. Ma mère, Isabelle, lui lissait une mèche de cheveux imaginaires, un geste d'adoration que je ne recevais jamais. J'ai tendu à ma mère le cadeau que j'avais passé des heures à confectionner, une écharpe en soie que j'avais peinte à la main avec des motifs de feuilles de Janko. « Oh, c'est gentil, ma chérie », a-t-elle dit, ses yeux ne quittant pas Manon. Elle a posé le paquet encore emballé sur une table d'appoint, où il a rejoint le club des bonnes intentions oubliées. Le dîner fut une longue performance à la gloire de Manon. Sa promotion. Son voyage d'affaires à Milan. Son bonus de Noël, absolument colossal. Chaque phrase était ponctuée des hochements de tête approbateurs de mon père et des exclamations ravies de ma mère. J'étais assise en face, une invitée silencieuse à mon propre repas de famille. Le tribunal familial était en session, et comme toujours, j'étais dans le box des accusés, coupable de ne pas être elle. Puis, le coup de grâce. Entre la dinde et la bûche, Manon a posé ses couverts, a tourné son regard brillant vers moi et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Et Lara, je trouve ça tellement courageux de ta part d'avoir choisi une vie sans pression. Moi, tu sais, je ne pourrais pas. J'ai ce besoin constant de me dépasser, de viser plus haut. » J'ai senti le sang monter à mes joues. Sans pression. Le mot était une insulte déguisée en compliment. Elle n'avait aucune idée. Aucune idée des nuits blanches, des angoisses de fin de mois, du poids écrasant de la solitude de l'entrepreneur. Pour eux, si le succès n'était pas affiché en lettres capitales sur une carte de visite d'un grand groupe, il n'existait pas. Ma liberté n'était pas un choix, c'était un échec. J'ai serré mon couteau si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai imaginé 1000 répliques cinglantes, 1000 façons de briser son piédestal. Mais je me suis contentée de lui offrir un sourire vide. Elle pensait jouer avec moi, la petite souris. Ce qu'elle ignorait, c'est que le rapport justifiant son bonus, colossal, était sur mon serveur sécurisé, et que mon doigt hésitait encore sur le bouton « Approuver ». Pour comprendre pourquoi je n'ai rien dit ce soir-là, pourquoi j'ai avalé cette humiliation de plus, il faut remonter le temps. 5 ans en arrière. Il faut s'imaginer une autre version de moi, plus jeune, plus naïve, qui croyait encore que les liens du sang étaient plus forts que l'ambition. Il faut se transporter à Paris, au cœur du quartier de la Défense, une jungle de verre et d'acier où les prédateurs sourient avant de mordre. À 25 ans, j'étais une analyste financière pleine de promesses. J'étais passionnée, méticuleuse, et je travaillais 2 fois plus que les autres pour compenser mon manque d'assurance. Manon,
de 4 ans mon aînée, était déjà manager dans le même groupe. Pour moi, elle était un modèle, une étoile guide. Je l'admirais. Je voulais lui ressembler. Quelle idiote j'étais. Mon chef-d'œuvre, à l'époque, c'était le projet Phoenix. J'y avais consacré 6 mois de ma vie. Des nuits entières à analyser des données, à construire des modèles financiers, à peaufiner une stratégie de restructuration qui, j'en étais convaincu, allait non seulement sauver notre division, mais aussi lancer ma carrière. C'était plus qu'un projet, c'était la somme de toutes mes aspirations. Manon était ma supérieure directe. Elle suivait mon avancée, me couvrait de compliments. « Tu es un génie, Elara », me disait-elle. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Et comme une enfant avide d'approbation, je la croyais. La veille de la présentation au comité de direction, elle m'a invité à prendre un verre. « Tu as l'air épuisé », m'a-t-elle dit avec une sollicitude qui me semble aujourd'hui monstrueuse. « Tu dois te détendre avant le grand jour. Fais-moi confiance. » Je l'ai suivie, touchée par son attention. Je me souviens de 2 verres de vin blanc, et d'une fatigue soudaine, anormale. Je suis rentrée chez moi et me suis effondrée sur mon lit. Le lendemain matin, le cauchemar. J'arrive au bureau, le cœur battant d'excitation et de trac. J'allume mon ordinateur. Un écran bleu. Un message d'erreur fatale. Mon disque dur était mort. Disparu. 6 mois de travail, de sacrifices, de nuits blanches, anéanties. La panique m'a saisi, une vague glaciale qui m'a laissé sans voix. Le service informatique, après un rapide diagnostic, m'a annoncé la terrible nouvelle, récupération impossible avant plusieurs jours, voire semaines. C'est à ce moment-là que Manon est apparue, tel un ange sauveur. Son visage était grave, compatissant. « Oh, ma pauvre chérie. C'est terrible. » Elle m'a prise dans ses bras. « Ne t'inquiète pas. J'ai suivi ton travail de si près que je le connais par cœur. Je vais te remplacer. C'est la seule chose à faire. Je vais présenter les grandes lignes, en me basant sur nos discussions. » Reconnaissante, noyée dans mon désespoir, j'ai accepté. Je l'ai regardé entrer dans la grande salle de réunion, mon projet sous le bras. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte sur un tonnerre d'applaudissements. Le grand directeur est venu la féliciter en personne. Elle avait été brillante, visionnaire. Elle n'avait rien oublié. Chaque slide, chaque chiffre, chaque idée y était. C'était mon travail, ma voix, mon intelligence. Il ne manquait qu'une seule chose. Mon nom. Thierry, un collègue assis à côté de moi, le seul qui avait une vague idée de l'ampleur de mon implication, m'a jeté un regard gêné avant de se détourner. Il n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Dans le silence assourdissant des félicitations qui pleuvaient sur ma sœur, j'ai compris. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre. Le meurtre de ma carrière, exécuté de sang-froid par la personne en qui j'avais le plus confiance. Ce jour-là, j'ai démissionné. En quittant cette tour pour la dernière fois, j'ai juré une chose, plus jamais personne ne signerait son nom sur mon travail. Mais le destin est ironique. 5 ans plus tard, c'était mon nom qu'elle allait devoir apprendre à lire attentivement. Le TGV qui m'emportait loin de Paris était une capsule de transition. Derrière moi, je laissais les ruines fumantes de mes illusions. Devant moi, un brouillard d'incertitude. J'ai choisi Lyon presque au hasard. C'était assez grand pour s'y perdre, assez loin de Paris pour respirer. J'avais besoin de silence, de solitude, pour penser mes plaies et décider de la suite. Mon premier refuge fut un petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. Un ancien atelier de canut avec de hautes fenêtres et un plafond à la française. Les murs étaient imprégnés de l'histoire de ces artisans tisserands qui, des siècles avant moi, avaient travaillé dans l'ombre pour créer des merveilles. Leur histoire me parlait. Elle me donnait du courage. Avec les quelques milliers d'euros qui me restaient, j'ai fait un pari fou. Au lieu de chercher un autre emploi, une autre cage dorée où je serais à la merci d'un autre prédateur, j'ai décidé de créer ma propre voie. J'ai fondé ma société de conseil en stratégie financière. Je l'ai appelée Orion Conseil, en référence à la constellation du chasseur, un symbole de force et de persévérance. Mais pour le monde extérieur, pour l'administration, j'ai choisi un autre nom. Un nom de guerre.
Un nom Armure. Vasseur. C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Une femme du Cantal, dure à la tâche, qui avait élevé seule ses 5 enfants après la guerre. Elle ne se plaignait jamais. Elle agissait. Utiliser son nom, c'était m'envelopper de sa force, de sa dignité silencieuse. C'était aussi le camouflage parfait. Personne dans ma famille, et surtout pas Manon, ne ferait jamais le lien. J'allais construire mon empire dans l'anonymat le plus total. Les débuts furent d'une précarité terrifiante. Ma table de cuisine était mon bureau, ma salle de réunion, mon restaurant. J'ai appris le langage des contrats, la dureté des négociations, l'angoisse des factures impayées. J'ai connu des mois où un simple café en terrasse était un luxe inabordable. La solitude était parfois si lourde qu'elle me donnait le vertige. Plus d'une fois, épuisée, j'ai songé à tout plaquer, à postuler pour un emploi stable, à rentrer dans le rang. Je me souviens d'une nuit d'hiver, vers 2 heures du matin. J'étais penchée sur un dossier complexe pour un client potentiel. Dehors, la pluie battait contre les vitres. Un contrat venait de m'échapper. J'étais à court d'argent. Le doute, ce poison lent, s'insinuait en moi. Et si Manon avait raison? Et si je n'étais qu'une rêveuse? J'ai levé les yeux vers la photo de ma grand-mère, posée sur mon bureau. Son regard semblait me dire, le silence n'est pas une faiblesse. C'est le temps que tu prends pour tisser ta toile. Alors, j'ai repris mon travail. Lentement, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. Un client satisfait en a amené un autre. Ma réputation s'est construite sur mon expertise, ma discrétion et ma capacité à résoudre des problèmes que les autres jugeaient insolubles. Je suis devenue Madame Vasseur, la femme de l'ombre que les grandes entreprises contactaient quand tout allait mal. Pendant que ma famille me décrivait comme perdue, mes clients me décrivaient comme essentielle. Ma vie était un paradoxe. Invisible pour les miens, indispensable pour les autres. Et un jour, le paradoxe a atteint son paroxysme. Un appel d'offres est arrivé sur mon bureau. Une mission d'audit et de conseil pour un grand groupe international. Le nom de la division concernée a fait s'arrêter mon cœur, Division Marketing Europe. La division dirigée par Manon Girard. La coïncidence était si parfaite qu'elle en devenait presque comique. J'ai remporté le contrat, bien sûr. Mon offre était la plus compétitive, mon approche la plus pertinente. Mon nom, Vasseur, est apparu sur les documents officiels, mais pour Manon et son équipe, ce n'était qu'une ligne administrative parmi d'autres. Pourquoi se serait-elle souciée de lire le nom d'un consultant externe? J'étais un outil, pas une personne. C'est dans ce contexte que le dîner de Noël a eu lieu. C'est dans ce contexte que, quelques jours plus tard, j'ai vu apparaître cette photo de moi adolescente sur le groupe WhatsApp familial. Cette photo où je souriais de toutes mes dents baguées, heureuse et naïve. La légende de Manon, souvenir de notre petite Elara et de ses grands rêves, était une flèche empoisonnée. Elle ne se contentait pas de me rappeler mon passé, elle niait mon présent. Elle me figeait dans une image d'immaturité éternelle. La colère m'a submergée, une vague chaude et amère. J'ai commencé à taper une réponse cinglante, une de ces phrases qui peuvent détruire un repas de famille. Et puis, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message privé de Manon. Déjeuner demain avec mes copines. Sois chic. J'ai fixé ces quelques mots. La condensation de tout ce qu'elle était, l'arrogance, le contrôle, le mépris. Sois chic. Comme si j'allais me présenter en haillons. C'était une convocation, pas une invitation. Un ordre de comparaître devant son tribunal personnel, composé de ses amis clones, pour y être jugé et condamné pour le crime de ne pas être à sa hauteur. Une partie de moi, la partie fatiguée, la partie qui avait tant lutté pour trouver la paix, voulait simplement ignorer. Supprimer le message. Éteindre mon téléphone. Pourquoi retourner dans l'arène? Pourquoi lui donner cette satisfaction? J'avais déjà gagné sur le plan professionnel. Mon nom était sur le contrat qui scellerait son destin. N'était-ce pas suffisant? Je me suis approchée de la grande fenêtre de mon bureau. La vue sur Lyon était ma récompense quotidienne. De là, je pouvais voir la basilique de Fourvière, solide et immuable. J'ai pensé à la jeune femme de 25 ans qui avait quitté Paris, le cœur en lambeaux.
Je lui devais bien ça. Je devais lui montrer que le temps des larmes était révolu. Ce déjeuner n'était pas pour Manon. Ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille. C'était pour moi. C'était un acte de clôture. Un point final à un chapitre de ma vie que j'avais laissé en suspens trop longtemps. À ce moment-là, j'aimerais vous poser une question. Si vous avez déjà été rabaissé, humilié par un proche, qu'est-ce qui vous a donné la force de vous relever? Quelle a été votre petite victoire secrète? Partagez-le dans les commentaires, car vos histoires de résilience peuvent en inspirer beaucoup d'autres. J'ai pris une grande inspiration, sentant une étrange sérénité m'envahir. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé ma réponse, courte et précise. Avec plaisir. Le cédré argenté me convient. Je ne me contentais pas d'accepter. Je choisissais le lieu. Le restaurant le plus cher, le plus en vue de la ville. Son terrain de jeu habituel. Mais cette fois, les règles avaient changé. Si elle voulait un spectacle, je m'assurerais que les places soient au premier rang et que le dénouement soit inoubliable. Le « cèdre argenté » était un temple dédié au luxe discret. Le genre d'endroit où le silence était si épais qu'on pouvait le couper au couteau. Les serveurs glissaient entre les tables comme des fantômes efficaces, et la lumière, tamisée, donnait à chaque convive une aura d'importance. C'était le décor parfait pour le drame qui allait se jouer. J'étais arrivée à 13h pile. La ponctualité est une forme de respect, mais aussi une affirmation de contrôle. Manon et ses deux acolytes, Amandine et Delphine, étaient déjà là, installés à une table ronde près de la fenêtre, un trio de déesses de l'Olympe jugeant le commun des mortels. Leur rire, un peu trop sonore pour un lieu si feutré, était une façon de marquer leur territoire. Quand je me suis approchée, la conversation s'est arrêtée net. Trois paires d'yeux m'ont dévisagé, analysant ma tenue avec la précision d'un scanner. J'avais opté pour une simplicité étudiée, un pantalon tailleur noir impeccable, un chemisier en soie crème qui tombait parfaitement, et des escarpins discrets mais d'une marque reconnaissable pour les connaisseurs. Mon seul bijou était une montre fine, un investissement que je m'étais offert après mon premier gros contrat. Je n'étais ni endimanchée, ni négligée. J'étais une professionnelle. Et cela, je le savais, était la chose la plus déstabilisante pour elle. Et Lara? Te voilà enfin, a chanté Manon, son ton enjoué cachant mal une pointe d'irritation. Mon calme apparent la dérangeait déjà. Elle m'a présenté d'une phrase qui était un chef-d'œuvre de condescendance. Les filles, je vous présente ma petite sœur, Lara. C'est notre artiste, notre esprit libre. Elle a quitté la jungle parisienne pour une vie plus authentique. Authentique. J'ai noté mentalement que c'était son mot préféré pour dire sans le sou. Je me suis assise, et le procès a commencé. Alors, ce n'est pas trop dur, la vie à Lyon, a demandé Amandine, comme si elle parlait d'un exil en Sibérie. Moi, je ne pourrais pas quitter Paris. Toute l'énergie est là-bas. Et tu trouves des petits contrats, a ajouté Delphine, avec une fausse compassion. J'ai une amie qui fait du graphisme en freelance, c'est une vraie galère. Je souriais, sans répondre, laissant Manon s'engouffrer dans la brèche. Oh, et Lara ne se soucie pas de ces choses-là, a-t-elle décrété. Elle est au-dessus du matériel. C'est une question de développement personnel, n'est-ce pas, ma chérie? Trouver sa voie intérieure. Le sommelier est arrivé, me sauvant momentanément. Manon a commandé une bouteille de Sancerre d'un domaine réputé, puis, sans me consulter, a annoncé au serveur, nous prendrons tout le menu dégustation. Ce sera plus simple. Se tournant vers moi, elle a ajouté dans un murmure assez fort pour être entendue, ne t'inquiète pas, c'est mon invitation. Le message était clair, tu n'as pas ton mot à dire, et de toute façon, tu n'aurais pas les moyens. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement hoché la tête. Le repas s'est déroulé comme une lente torture psychologique. Elles parlaient de leur mari, de leurs vacances au Cap Ferret, de la difficulté de trouver une bonne nounou. Leur monde était si petit, si hermétique. J'étais une anomalie, une pièce de musée qu'on observe avec une curiosité amusée avant de passer à autre chose. Quand le verre de Manon a été levé pour un toast, je savais que le coup final approchait. Je lève mon verre à ma petite sœur, a-t-elle dit, son regard brillant de malice. À sa quête de paix intérieure. Puisse-t-elle un jour la trouver? J'ai levé mon verre à mon tour.
Le cristal a produit un son pur. À la paix, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable. Et à la vérité. Car elle finit toujours par se savoir. Un frisson a semblé parcourir la table. Mais elles l'ont vite chassé d'un rire. Pour elle, ce n'était qu'une phrase. Pour moi, c'était une promesse. Et l'heure de la tenir approchait. Les plats se sont succédés, magnifiques et insipides. Chaque bouchée que j'avalais avait le goût de l'hypocrisie. J'observais ma sœur. Elle était dans son élément, rayonnante, distribuant des sourires et des anecdotes comme une reine distribue des faveurs. Elle était si convaincue de sa propre supériorité qu'elle en était devenue aveugle. Elle ne voyait pas le calme étrange dans mes yeux, elle ne sentait pas la tension qui montait, invisible mais palpable. Le dessert est arrivé. Une sphère de chocolat blanc immaculé. Le serveur s'est approché avec une petite carafe de coulis de fruits de la passion chaud. En le versant, la sphère a fondu, s'ouvrant comme une fleur pour révéler un cœur de mousse à la mangue. C'était un spectacle. C'est fascinant, a dit Manon en me regardant fixement. Comme certaines personnes. Une apparence lisse et dure, mais quand on creuse un peu, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Amandine et Delphine ont échangé un regard entendu et ont ri. Cette fois, l'insulte était si directe qu'elle en était presque grotesque. Mais je n'ai pas réagi. J'ai plongé ma cuillère dans le dessert. C'était délicieux. Je l'ai savouré, prenant mon temps. L'attente rendrait le dénouement encore plus exquis. Finalement, les cafés ont été servis et bu. Il y a eu ce flottement, ce moment de silence qui précède toujours la fin d'un repas. C'était le moment que Manon attendait. Le point d'orgue de sa performance. Elle a fait un signe discret au serveur, un geste qu'elle avait dû répéter 100 fois, celui de la femme qui a le contrôle et qui paie. Le serveur, un homme d'une quarantaine d'années au visage impassible, s'est approché. Mais il a ignoré le signe de Manon. Il a contourné la table et s'est arrêté à ma hauteur. D'un geste précis et respectueux, il a posé le petit carnet en cuir noir juste devant moi. Tout est réglé, Madame Vasseur, a-t-il dit, sa voix parfaitement neutre. Nous avons simplement besoin de votre signature pour la note de frais de votre société. Le temps a semblé s'arrêter. Les rires se sont figés. Les sourires ont disparu. Les trois visages se sont tournés vers moi, identiques dans leur expression d'incrédulité totale. Pardon, a articulé Manon, sa voix soudainement rauque. Madame qui? Le serveur, sans ciller, a répété, Madame Vasseur. La réservation a été faite au nom de la société Orion Conseil, pour le compte de Madame Vasseur. Le compte de la société prend en charge l'intégralité des dépenses, comme convenu. Les mots « société »,« compte »,« dépenses » flottaient dans l'air, incongrus. Manon a secoué la tête, comme pour chasser une mauvaise pensée. Orion Conseil? Mais, c'est une blague? Et Lara, tu connais quelqu'un qui travaille là-bas? C'est ça? Elle cherchait désespérément une explication plausible, une explication qui ne remettrait pas en cause l'ordre de l'univers tel qu'elle le connaissait. Amandine, toujours pratique, a froncé les sourcils. Orion Conseil? Ce nom me dit quelque chose. Je n'ai rien dit. J'ai pris le lourd stylo que le serveur me tendait. J'ai ouvert le carnet. J'ai parcouru la longue liste des mets et des vins, jusqu'au total de 387 €. Juste en dessous, en lettres capitales, pris en charge, compte société. J'ai apposé ma signature dans l'espace prévu. Une signature claire, affirmée. Vasseur. J'ai refermé le carnet. J'ai levé les yeux vers ma sœur. Son visage était un masque de confusion. Elle a tenté un rire, un son aigu et fragile. Alors, c'est ça ton grand secret? Tu as enfin trouvé un travail? Tu es assistante chez eux? Elle s'accrochait à la dernière branche, la dernière possibilité qui lui permettait de rester au-dessus de moi. Elle n'était pas prête pour la chute. J'ai rendu le carnet au serveur avec un sourire. Merci, tout est en ordre. Il s'est incliné légèrement et s'est éloigné, nous laissant seuls dans le champ de ruines de notre conversation. Le silence était électrique, vibrant de questions non posées et de vérités imminentes. Les trois paires d'yeux étaient toujours braqués sur moi.
Je pouvais voir les rouages tourner à toute vitesse dans la tête de Manon. Elle cherchait une faille, une explication qui préserverait sa vision du monde. Alors, a-t-elle insisté, sa voix plus stridente qu'auparavant. Tu ne réponds pas? Tu es assistante dans cette boîte? C'est ça? Tu as demandé à ton patron de nous inviter pour te faire mousser? L'accusation était si pathétique, si révélatrice de sa propre façon de penser, que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Je me suis adossée confortablement à mon siège. J'ai croisé les mains sur la nappe blanche. J'ai pris mon temps. Je voulais qu'elle marine dans son incertitude, qu'elle sente le sol se dérober sous ses pieds. Non, Manon, ai-je dit finalement, ma voix posée contrastant avec son agitation. Je ne suis pas assistante chez Orion Conseil. Elle a plissé les yeux, méfiante. Alors quoi? Explique-toi. C'est ridicule. Amandine, qui semblait avoir une meilleure mémoire des affaires que ma propre sœur, a eu une illumination soudaine. Son visage a changé. Orion Conseil? Mais oui. C'est la boîte d'audit. Celle que votre groupe a mandatée pour la restructuration. Manon, c'était ES Consultant. L'information a frappé Manon en pleine poitrine. J'ai vu l'impact dans ses yeux. La confusion a laissé place à une lueur de panique. Mais elle ne comprenait toujours pas mon rôle dans tout ça. Tu travailles pour eux, a-t-elle balbutié. Depuis quand? Comment? Je l'ai regardé, laissant le silence s'étirer encore un peu. Je voulais que ce moment s'imprime dans sa mémoire pour toujours. Puis, j'ai asséné le coup de grâce. Les quelques mots qui allaient faire s'effondrer son univers. Je ne travaille pas pour Orion Conseil, Manon. J'ai marqué une pause. C'est moi qui l'ai fondé. Si le silence précédent était électrique, celui-ci était un vide absolu. Le son a semblé être aspiré hors de la pièce. Amandine a porté la main à sa bouche. Delphine me regardait comme si j'avais soudainement fait pousser une deuxième tête. Le visage de Manon a traversé une succession rapide d'émotions, l'incrédulité, la négation, la colère, et enfin, une peur pure et nue. C'est impossible, a-t-elle chuchoté. Tu mens. La signature sur le contrat que ton service juridique a validé ne ment pas, ai-je rétorqué froidement. Le virement que ton service comptable a effectué sur le compte de ma société ne ment pas. Et la facture que je viens de signer ne ment pas non plus. Et quant à Vasseur, c'est le nom de jeune fille de grand-mère. J'ai pensé que ce serait plus discret. Le mot discret était la dernière pelletée de terre sur son cercueil. Elle a enfin compris. Tout. Le puzzle s'est assemblé dans un éclair de lucidité terrifiante. Les rapports signés, Vasseur. Les recommandations stratégiques qu'elle avait survolées. La petite sœur, perdue, et la consultante redoutable n'étaient qu'une seule et même personne. La personne qui tenait désormais son avenir professionnel entre ses mains. J'ai attrapé mon sac à main. Je me suis levée, lissant mon pantalon. Merci pour le déjeuner, les filles, ai-je dit calmement. Puis, mon regard s'est ancré dans celui de ma sœur, maintenant rempli de panique. Manon. On se voit à la réunion de mardi. Sois bien préparée. Je lui ai tourné le dos et j'ai traversé le restaurant, la tête haute, sans un regard en arrière. Je n'avais pas besoin de voir son visage. Le silence assourdissant qu'elle laissait derrière elle était la plus éloquente des réponses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La soirée qui a suivi ce déjeuner a été étrangement calme. Je m'attendais à une explosion, à un flot de messages haineux, à un appel furieux. Mais il n'y a eu rien. Juste le silence. Un silence lourd, pesant, qui en disait long sur l'état de choc dans lequel je l'avais laissé. J'ai préparé mon dîner, j'ai répondu à quelques emails professionnels, j'ai essayé de lire un livre. Mais mon esprit était ailleurs. Il était avec elle, imaginant les pensées qui devaient se bousculer dans sa tête. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré. C'était elle. Je l'ai regardé sonner, 1, 2, 3 fois. Une partie de moi, la vieille Elara, voulait décrocher immédiatement.
Mais la nouvelle Elara, celle qui avait appris la valeur du contrôle, a attendu. J'ai laissé sa panique mariner. Elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Allô, ai-je dit, ma voix volontairement neutre. Un silence. Puis, Elara? Sa voix était à peine un murmure. Fini le ton clair et dominant. C'était la voix d'une personne qui a perdu pied. Oui, ai-je répondu, sans l'aider. Écoute, a-t-elle commencé, cherchant ses mots. Je suis encore sous le choc. Le déjeuner, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi cette mise en scène? La question m'a presque fait rire. C'était tellement elle. Incapable de voir sa propre responsabilité, elle m'accusait d'avoir orchestré sa chute. Il n'y avait aucune mise en scène, Manon. J'ai accepté ton invitation. Le reste, ce sont juste les conséquences de tes propres actions qui te rattrapent. Mais, pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, a-t-elle insisté, sa voix montant d'un cran. Que tu avais cette société? On est une famille. On est censé tout se dire. Une famille, ai-je répété, le mot sonnant faux dans ma bouche. Est-ce qu'une famille humilie l'un de ses membres devant tout le monde à Noël? Est-ce qu'une famille vole le travail de sa propre sœur pour obtenir une promotion? Dis-moi, Manon, c'est ça ta définition d'une famille? Le silence à l'autre bout du fil fut ma réponse. Je l'avais touchée. Sa voix, quand elle a repris, avait changé. La fausse indignation avait laissé place à une peur non dissimulée. D'accord. J'ai peut-être fait des erreurs. Je le reconnais. Mais ce n'est pas le plus important maintenant. Et Lara, ton audit, ton rapport, ça va avoir des conséquences sur moi, n'est-ce pas? Et voilà. Le cœur du problème. Pas de remords. Pas d'excuses. Juste une angoisse égoïste pour sa précieuse carrière. S'il te plaît, a-t-elle continué, sa voix se brisant. Ne fais pas ça. Pense à papa et maman. Pense à ce que ça leur ferait. On est sœurs, et Lara. Le sang est plus épais que l'eau. Cette vieille rengaine. La carte de la culpabilité familiale. Mais elle ne fonctionnait plus. J'étais immunisée. Où était cette sororité quand tu as présenté mon projet Phénix comme étant le tien, il y a 5 ans, ai-je demandé, ma voix glaciale. Où était-elle ce midi, quand tu me traitais comme une idiote devant tes amis? Le sang est peut-être plus épais que l'eau, Manon, mais l'encre des contrats est indélébile. Et les chiffres ne mentent pas. S'il te plaît. A-t-elle supplié, et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu une véritable supplication dans sa voix. Je vais faire mon travail, ai-je dit, chaque mot pesé. Un travail pour lequel ton entreprise me paie très cher. Je vais présenter les faits. C'est tout. Le reste ne dépend pas de moi. Bonne soirée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter un mot. J'ai posé mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais calme. Une certitude froide s'était installée en moi. Le procès était terminé. Le verdict allait bientôt tomber. La réunion d'évaluation trimestrielle était le point culminant de ma mission. C'était là que je devais présenter mes conclusions, non pas à Manon, mais à ses supérieurs, au directeur du groupe, à ceux qui avaient le pouvoir de décider de son sort. Le jour J, je me suis installée dans mon bureau, face à mon écran. J'avais choisi une tenue sobre et autoritaire, un tailleur-pantalon bleu marine et un chemisier blanc. Pas de bijoux, à l'exception de ma montre. Mon visage était maquillé avec soin pour ne laisser transparaître aucune émotion. J'étais Madame Vasseur, consultante externe, une entité neutre et objective. Les participants se sont connectés un par un. Des visages sérieux, des hommes et des femmes de pouvoir, habitués à prendre des décisions difficiles. Et puis, la vignette de Manon est apparue. Elle était dans une salle de réunion vide de son entreprise. L'éclairage blafard la rendait pâle. Elle avait cerné. Elle a tenté un sourire en ma direction, un sourire pathétique qui n'a pas atteint ses yeux. J'ai soutenu son regard pendant 1 seconde, sans expression, avant de me concentrer sur le directeur qui venait de prendre la parole. Madame Vasseur, la parole est à vous. J'ai partagé mon écran. La présentation était épurée, professionnelle. Des graphiques clairs, des données sourcées, des analyses factuelles.
J'ai commencé à dérouler mon argumentation d'une voix calme et égale. J'ai parlé des budgets marketing qui avaient explosé sans résultat probant. J'ai détaillé l'échec de plusieurs lancements de produits, dus à un manque criant de stratégie et de suivi. J'ai montré des tableaux comparatifs avec les concurrents, des tableaux qui étaient tous au rouge pour la division de Manon. Mon doigt glissait sur la souris de mon ordinateur, passant d'une diapositive à l'autre, chacune étant un clou de plus dans le cercueil professionnel de ma sœur. Je ne la regardais pas. Je n'avais pas besoin. Je pouvais sentir son angoisse à travers l'écran. Puis, je suis arrivé à la diapositive que j'avais intitulée « Analyse de la performance managériale sur 5 ans ». J'ai fait apparaître un graphique. Comme vous pouvez le constater, ai-je expliqué, nous observons un pic de performance significatif il y a 5 ans, coïncidant avec l'implémentation de la stratégie Phoenix. J'ai vu le directeur hocher la tête. Il se souvenait de ce succès. Cependant, ai-je continué, faisant apparaître une deuxième courbe, plongeante celle-ci, depuis ce succès initial, la tendance est à une érosion constante de la performance. Les principes directeurs de la stratégie Phoenix ont été progressivement abandonnés ou mal interprétés, menant à la situation critique que nous connaissons aujourd'hui. C'était une analyse clinique. C'était aussi une condamnation. J'étais en train de dire à toute l'assemblée, elle a eu un coup de chance il y a 5 ans, et depuis, elle n'a fait que couler. La dernière diapositive était celle des recommandations. Elles étaient directes et sans appel. Gel immédiat des budgets non essentiels. Audit externe complet de toutes les dépenses des 2 dernières années. Réévaluation et restructuration de l'équipe de direction de la division. Le nom de Manon n'était écrit nulle part. Mais il était dans tous les esprits. J'ai terminé ma présentation. Le directeur m'a remercié pour ma rigueur et ma lucidité. Puis il s'est tourné vers les autres participants, mais pas vers Manon. Il a fait comme si elle n'existait pas. La réunion s'est terminée. J'ai fermé mon ordinateur. Le silence est retombé dans mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie. Juste le sentiment glacial d'un travail accompli. Un email est arrivé. C'était Thierry. Je n'ai jamais vu une exécution aussi parfaite. Bravo. La justice est lente, mais elle arrive. Merci. J'ai souri. Pour la première fois de la journée. Un sourire triste. Le vent avait tourné. Définitivement. Les semaines qui ont suivi ma présentation ont été un empoison pour Manon. La machine administrative, une fois lancée, est implacable. Il n'y a pas eu de drame, pas de confrontation publique. Juste une série de petites morts professionnelles qui, mises bout à bout, ont signé la fin de son règne. Le premier mémo interne annonçait sa mise en retrait provisoire pour, je cite, garantir la pleine transparence de l'audit externe. Son nom a disparu de l'organigramme en ligne. Son assistante a été réaffectée à un autre service. Ses accès à certains serveurs stratégiques ont été révoqués. On lui a retiré, un par un, tous les attributs de son pouvoir. Thierry me racontait, par bribes, l'ambiance au bureau. C'était un cas d'école de la chute d'un leader. Les gens qu'elle avait promus évitaient son regard dans les couloirs. Ses déjeuners à la cantine, autrefois entourés d'une cour de fidèles, se passaient désormais dans la solitude. Les rumeurs allaient bon train, bien sûr. On parlait de mauvaise gestion, de chiffres falsifiés, de dépenses somptuaires. La vérité, telle que je l'avais présentée, était probablement moins spectaculaire mais bien plus accablante, elle était simplement incompétente. Elle a tenté de résister. Elle a envoyé des emails à ses anciens ralliés au sein de la direction, plaidant sa cause. Mais personne ne lui a répondu. Dans le monde des affaires, personne ne veut être associé à un navire qui coule. J'avais fourni les preuves, les chiffres, l'analyse. Son sort était scellé. Je n'ai eu aucun contact avec elle pendant cette période. Ni avec mes parents, qui devaient être au courant mais qui ont choisi le silence, probablement par honte et par embarras. Leur silence était un aveu. L'idole qu'ils avaient vénérée pendant des années avait des pieds d'argile, et c'est leur autre fille, celle qu'ils avaient ignorée, qui l'avait révélée au grand jour. La finalité de tout cela est arrivée sous la forme d'un communiqué de presse laconique,
un vendredi après-midi. Le groupe annonçait une réorganisation de sa division marketing pour mieux répondre aux défis du marché. Le communiqué remerciait Madame Manon Girard pour sa contribution au cours des dernières années et lui souhaitait le meilleur pour ses projets futurs. Le langage codé de l'entreprise pour dire « Elle est partie ». Thierry m'a envoyé un dernier message. Elle a signé un accord de confidentialité en échange d'une belle indemnité. Elle est partie hier, avec ses affaires dans un carton. Personne n'a fait de pot de départ. J'ai lu le message. Je l'ai relu. Je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau. Le soleil se couchait sur Lyon, peignant le ciel de couleurs orange et violette. La reine était tombée. Silencieusement. Sans un bruit. Je ne ressentais aucune euphorie. Juste un vide immense. La quête qui m'avait animé pendant 5 ans était terminée. Et maintenant, il fallait que je trouve une nouvelle raison de me lever le matin. Il fallait que je règle la dernière chose qui restait en suspens, ma propre paix intérieure. Le lendemain de la nouvelle du départ de Manon était un samedi. D'habitude, j'aurais travaillé. Mon entreprise était ma vie, mon refuge. Mais ce matin-là, l'envie n'y était pas. L'ordinateur portable est resté fermé. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie sans but. La chasse était terminée. Le prédateur était neutralisé. Et la proie que j'étais devenue se retrouvait seule dans une forêt soudainement silencieuse. J'ai enfilé une paire de baskets et je suis sortie. J'ai marché sans destination précise, laissant mes pieds me guider à travers les rues de Lyon. J'ai descendu les escaliers de la Croix-Rousse, traversé la place des Terreaux, admirant la fontaine de Bartholdi. J'ai longé les quais de Saône, regardant les péniches glisser sur l'eau. Le soleil était doux, l'air frais. J'ai repensé à tout le chemin parcouru. À la jeune analyste timide et pleine d'espoir. À la femme brisée qui avait fui Paris. À l'entrepreneur acharné qui avait bâti son succès sur les cendres de sa vieille vie. Chaque étape avait été motivée, consciemment ou non, par Manon. Mon désir de lui prouver ma valeur. Ma colère face à sa trahison. Ma détermination à reprendre ce qu'elle m'avait volé. Elle avait été le moteur négatif de ma vie. Maintenant, ce moteur était à l'arrêt. Et je devais trouver un nouveau carburant. Je me suis assise sur un banc, face à la colline de Fourvière. Des enfants jouaient près de moi, leurs rires insouciants montant dans l'air clair. J'ai réalisé que la victoire n'avait pas le goût que j'avais imaginé. Ce n'était pas un feu d'artifice de joie et de satisfaction. C'était un sentiment plus calme, plus profond. Une sorte de libération. Je n'avais plus besoin de me battre. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Le succès d'Orion Conseil n'était pas une arme, c'était un fait. Mon indépendance n'était pas un échec, c'était ma plus grande réussite. La cicatrice laissée par la trahison de Manon était toujours là. Je savais qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement. Mais pour la première fois, en y pensant, je n'ai pas ressenti de douleur. Juste une sorte de distance, comme si je regardais une vieille photo d'une personne que j'avais été mais que je n'étais plus. J'avais survécu. J'avais guéri. Seule. Je me suis rendu compte que je n'attendais plus d'excuses de sa part. Je n'attendais plus de reconnaissance de la part de mes parents. Leur opinion, leur approbation, tout cela avait perdu de son importance. La seule approbation dont j'avais besoin était la mienne. Et en ce jour d'automne, assise sur ce banc, je me la suis enfin accordée. Je suis restée là longtemps, à regarder la ville vivre sa vie. Quand je me suis enfin levée pour rentrer, quelque chose avait changé en moi. Je marchais différemment. Plus droite. Plus sereine. Je n'étais plus Elara, la petite sœur de Manon. J'étais Elara Vasseur. Et c'était amplement suffisant. Le dernier chapitre pouvait enfin s'écrire. Celui de ma propre vie, sans son ombre planant au-dessus de chaque page. L'épreuve finale a eu lieu quelques semaines plus tard. Le traditionnel déjeuner dominical chez mes parents. L'invitation était arrivée par message, envoyée par ma mère, pleine de points de suspension et d'une fausse légèreté qui trahissait sa nervosité. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Je devais y aller, non pas pour la confrontation, mais pour la conclusion. L'atmosphère dans la maison était pesante. Manon n'était pas là.
Son nom n'a pas été prononcé une seule fois, mais son absence était un personnage à part entière, assis à la place vide qu'on n'avait pas osé desservir. C'était le fantôme du festin. Mes parents étaient d'une gentillesse maladroite. Mon père me servait du vin avec trop d'empressement. Ma mère me demandait si je voulais plus de gratin, sa voix tremblante. Ils essayaient de combler le vide avec de la nourriture et des banalités. Ils me posaient des questions sur mon travail, mais sans oser entrer dans les détails. Alors, tes projets, ça avance bien? Très bien, merci, répondais-je, poliment mais sans m'étendre. Le pouvoir avait irrévocablement changé de main. Je n'étais plus celle qui cherchait leur approbation. C'étaient eux, maintenant, qui semblaient chercher la mienne. Ils me regardaient avec un mélange de peur, de respect et peut-être, enfin, une lueur de fierté. Ils ne comprenaient pas la femme que j'étais devenue, mais ils comprenaient qu'elle était forte. Et cela leur suffisait. À la fin du repas, alors que je mettais mon manteau pour partir, ma mère s'est approchée. Elle a tripoté le bouton de ma veste, sans oser croiser mon regard. On est désolé, tu sais, a-t-elle murmuré. Pour tout. On n'a pas toujours été, juste avec toi. C'était tout ce qu'elle pouvait m'offrir. Des excuses vagues, incomplètes, mais sincères à leur manière. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais, maman. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin de plus. Je suis partie, laissant derrière moi le silence et les regrets d'une famille qui devait maintenant apprendre à se redéfinir sans son idole. Ma vengeance n'a pas été un plat qui se mange froid. En fait, ce n'était même pas une vengeance. C'était une affirmation. L'affirmation que ma valeur ne dépendait pas de l'opinion des autres. La plus grande revanche que l'on puisse prendre sur ceux qui nous ont rabaissés, c'est de construire une vie si pleine, si riche et si heureuse que leur souvenir même devient insignifiant. Aujourd'hui, Orion Conseil a grandi. J'ai des bureaux magnifiques qui surplombent la ville. J'ai une équipe formidable. Mais ma plus grande fierté, c'est de rentrer chez moi le soir et de me sentir en paix. Entière. Et vous? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû reprendre le contrôle de votre propre histoire, face à ceux qui voulaient l'écrire pour vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour faire reconnaître votre valeur? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Votre histoire est importante, et elle mérite d'être entendue. Votre voix compte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais de signer votre propre nom sur votre propre vie.